j'appelle pour la deuxième table ronde Nathalie Perron-Lecor, qui est directrice déléguée de Brest M et d'Océanopolis. Isabelle Sandré-Leclerc, qui est administratrice adjointe des sites mégalithiques de Carnac, Locmariaquet, Barnonnet pour le Centre des Monuments Nationaux, je vous en prie. Et puis Sébastien Mingui, qui est le directeur général de la Vallée des Saints, voilà. Et Jean-Michel Lucaille pourra soit nous rejoindre maintenant, soit dans tous les... Mais c'est bien que vous soyez déjà là, comme ça on gagnera du temps, comme vous voulez. Dans tous les cas, je vous donnerai la parole, le petit mot avant la pause déjeuner. Je pense que toutes les données qui ont été données ici, qui ont été rapportées ici, vous les connaissez un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de les mettre en balance en fait avec vos activités, et notamment, alors on raccourcit avec le mot Océanopolis, Nathalie Perron-Lecor, même si c'est un peu agaçant parce qu'en fait, il y a toujours cette vision que c'est le gros aquarium de Brest qu'il faut aller visiter. En vérité, c'est le Centre national de la culture scientifique dédié à l'océan, et dans tous ces mots qui sont très précis, le programme, il est riche et il est vraiment relié. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est Océanopolis et puis le rôle que vous avez en son sein? Alors effectivement, Océanopolis, c'est un centre de culture scientifique, un CCSTI, un centre de culture scientifique, technologique et industrielle, dédié à l'océan, qui a été créé il y a 30 ans, donc il est vraiment ancré sur son territoire. Et c'est un lieu en fait dont la mission est de changer le regard sur l'océan. Donc nous, on est vraiment dans un rôle de médiation entre les sciences et la société pour sensibiliser les publics, tous les publics, qu'ils soient petits ou grands, éloignés ou non des sciences, éduquer également aux enjeux liés à l'océan. Et malheureusement, on est un peu rattrapé par le sens de l'histoire en ce moment, puisqu'on est rentré depuis le début de l'année dans la décennie des Nations Unies des sciences océaniques, et le rapport du GIEC récemment et la COP26 qui se prépare nous rappellent chaque jour l'importance de l'océan dans la régulation du climat. Puis on a parlé de biodiversité tout à l'heure, faisant partie, c'est je crois Béatrice Massé qui le disait, biodiversité qui fait partie de la question justement des droits culturels. Vous recevez 30 000 scolaires par an en temps normal, on va dire. Oui, alors j'ai entendu plein de choses depuis ce matin qui me parlent en fait. Quand on parle de droits culturels basés sur la personne, sur l'individu, effectivement, on s'adresse à tout type de public. On accueille à peu près 35 000 scolaires par an à l'école de l'océan, de la maternelle au master 2. Donc on a une approche vraiment adaptée sur mesure à chacun de ces publics. Et puis on accueille aussi la famille l'été, monsieur, madame, tout le monde, des retraités au mois de septembre, octobre. Donc il faut à chaque fois qu'on aille ajuster le discours pour passer les messages importants et partager ces connaissances scientifiques le plus simplement possible. Et c'est vrai qu'on a aussi le paradoxe d'être le premier équipement touristique de Bretagne. Donc on est à cheval entre culture et économie, complètement le thème de la journée, avec une vraie logique de création de valeur économique, c'est sûr, pour le territoire, mais personnel aussi pour chaque individu qui vient et qui va venir chercher de l'émerveillement, mais aussi du savoir pour mieux comprendre le monde qui l'entoure. Et puis aussi une création de valeur quelque part pour le bien commun, qui est l'océan, qui nous concerne tous et qui est essentiel à notre vie au quotidien. Donc quand on parle d'éducation artistique et culturelle, on parle de culture scientifique, mais vous avez vraiment cette démarche-là et ce travail-là. Tout à fait. Alors c'est vrai que quand on parle, j'entendais tout à l'heure la culture associée à l'art. Donc c'est vrai que ce qui est important, c'est que la culture, on a parlé de diversité culturelle, de culture plurielle. Enfin, on se considère comme un acteur de culture en étant un acteur de culture scientifique. Et c'est vrai que ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de croiser les regards. Donc, ça fait plus de 12 ans qu'on croise les regards entre les arts, justement, et les sciences à Océanopolis, à travers différents programmes. On a le programme des jeunes reporters des arts et des sciences qui embarque à peu près 2000 à 3000 scolaires chaque année, des classes entières qui, pendant une année, avec leurs enseignants, vont interagir avec des scientifiques, se poser des questions, cheminer, questionner sur des problématiques liées à l'environnement et à l'océan, et puis exprimer leur cheminement et leur découverte à travers une œuvre, pouvant être une œuvre plastique, du théâtre, du chant, de la musique, de façon très très variée. Et voilà. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter un regard un peu différent, et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement avec la première édition du Festival des Arts Pulseurs de l'Océan, où là, on a accueilli en résidence 15 jours avant le début des vacances scolaires 17 artistes ou groupes d'artistes, une trentaine d'artistes au total, qui se sont immergés dans l'environnement des écosystèmes marins, de la biodiversité marine, et qui, chacun à travers leur propre expression, sont en train d'aller à la rencontre des visiteurs pendant ces vacances pour partager un peu l'émotion, partager un peu leur regard d'artistes qui portent en fait sur les enjeux liés à l'océan. Donc l'idée est vraiment de croiser les regards pour aller toucher de façon très large. On n'a pas tous la même sensibilité sur les sujets, on ne va pas tous rentrer par le même chemin.
Donc c'est vraiment important, pour nous en tout cas, de croiser ces regards. Et puis on trouve qu'entre la démarche d'un artiste et d'un scientifique, il y a beaucoup de similitudes, une vraie démarche de questionnement, d'exploration, d'enquête pour traduire quelque chose, chercher une forme de vérité, de connaissance. Donc il y a une grande proximité. Alors Nathalie Perron-Lecor, vous êtes arrivée en janvier 2021, donc au moment du confinement. Est-ce que votre regard neuf, forcément, en plus vous n'êtes pas forcément du Sérail, donc vous arrivez avec un parcours intéressant parce que justement on l'a dit, diversité culturelle, pour le coup c'est le cas. Est-ce que tout de suite dans le projet scientifique, dans le projet vous avez eu envie d'un pas de côté ou en tout cas d'insuffler quelque chose d'un petit peu différent? Je pense que c'est surtout moi, ce qui m'interpelle, en fait, c'est que c'est un équipement qui est un peu à cheval entre deux mondes. Tiraillé peut-être dans son histoire entre deux mondes, entre cette culture scientifique et l'essence de ce lieu qui a été créé par deux scientifiques il y a 30 ans, et puis le fait d'être un premier équipement touristique de Bretagne qui tire dans un autre monde. Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, l'ADN de ce lieu, qui est un ADN scientifique lourd et solide, on a des scientifiques en interne, c'est ça qui est essentiel, et je pense que c'est complètement aligné avec les enjeux d'aujourd'hui, parce qu'on voit bien que le changement climatique et la place que l'océan est en train de prendre dans le débat, avec la Bretagne qui va accueillir le One Ocean Summit en début d'année, ça apporte toute la légitimité à un lieu comme le nôtre, qui est dans son histoire ancré dans cet écosystème de recherche sur les océans, dans le domaine scientifique. Donc c'est ça qui est vraiment important. Et je pense que c'est cette quête de sens aussi que viennent chercher nos visiteurs. On ne vient pas non plus, on vient pas dans ce lieu-là par hasard non plus. On vient pour s'émerveiller, pour découvrir le vivant, mais pour essayer aussi de comprendre. Et voilà. Et je pense que c'est tout l'enjeu d'Océanopolis, Centre de culture scientifique pour les années à venir. On a notre part à jouer justement dans cette quête de sens des grands publics qui est la nôtre, tout simplement. Enfin, nos visiteurs sont juste comme nous, ils ne sont pas différents. Et qu'ils soient petits ou grands, et on est tous en questionnement dans ce monde qui est très challengé. Donc voilà, on est là pour apporter des réponses, pas toutes les réponses, mais en tout cas des réponses sur l'océan. Et depuis Brest, depuis la pointe Depuis la pointe Bretagne, qui est complètement légitime et qui va accueillir le One Ocean Summit, qui est une belle reconnaissance pour la Bretagne et pour le territoire de Brest, avec un écosystème extrêmement dense de chercheurs qui, depuis des dizaines d'années, d'universitaires, étudient, explorent et essaient de décrypter l'océan sous toutes ses facettes et de sensibiliser tous les publics. Et puis réaffirmer que le patrimoine marin et océanique est majeur, parfois loin des fenêtres des bureaux de Paris, donc c'est bien que depuis Brest... L'océan commence au pied du caniveau, donc même à Paris et même à Strasbourg, en fait. Oui. Et ça, c'est un peu l'enjeu du message qu'il faut arriver à faire passer aussi à ceux qui sont éloignés de la mer, effectivement. Alors, question patrimoine, on est un peu sur les mêmes positionnements, Isabelle Sandré-Leclerc, parce que vous, c'est pareil, on pourrait résumer Carnac à 6000 mégalithes alignés en armée de pierre. En vérité, c'est beaucoup plus... 6000, c'est 3000 d'ailleurs, non ? 3000, pardon, j'ai doublé, là, j'ai faim. 6000 ans et 3000 menhirs. Donc, c'est pas que ça, évidemment, Carnac. D'abord, c'est tout un spot, comme disait la dame, il y a des termes comme ça, touristiques, qui représentent 21 sites, je crois, sur le Morbihan. Actuellement, on est en train d'avancer effectivement sur la protection de ces grands sites mégalithiques du Morbihan. Et le périmètre a été défini. Et donc, c'est effectivement 21 communes qui seront présentées quand on arrivera au bout de ce schéma et de cette démarche pour la protection à l'UNESCO, effectivement, des alignements. Donc, Carnac est effectivement un peu le fer de lance aussi. Vous le dites vite, mais en fait, vous êtes arrivé il y a 3 ans, et effectivement, avec ce dossier à porter, de faire reconnaître... Tout à fait. Moi, j'arrivais de la DRAC, alors je ne sais pas si c'est... Ah oui. Voilà, de la DRAC Pays de la Loire, donc juste à côté, où j'ai été pendant 25 ans secrétaire général, et j'avais envie de découvrir autre chose, déjà un autre territoire avec la Bretagne. Bon, j'avais aussi quelques origines bretonnes qui ont facilité les choses, mais j'avais surtout envie de découvrir un établissement public du ministère de la Culture, et puis avec ce site magnifique, effectivement, et ses enjeux, de pouvoir y participer et d'apporter ma propre contribution. Donc il y a le musée aussi de la préhistoire qui fait partie de cet ensemble. Alors aujourd'hui, on a un administrateur, effectivement, que je représente, qui est donc Olivier Goguet, qui a été également nommé directeur, effectivement, du musée de la préhistoire de Carnac, mais qui est un musée de France, effectivement, sous l'égide et géré par la commune de Carnac. Donc un montage un peu particulier, effectivement,
mais ce qui a permis justement de faciliter les échanges entre le site des alignements et le musée. On essaye de plus en plus effectivement de travailler ensemble et à proposer une offre touristique et des produits culturels ensemble. Donc il y a l'œuvre touristique, on l'a vu, il y a plus de saison, mais quand même ça correspond à des moments de vacances ou des moments de week-end. Et puis il y a le travail que vous faites, vous aussi j'imagine, avec les acteurs du territoire. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous avez assez de moyens ou justement vous travaillez à mettre en place davantage d'interfaces pour que le territoire puisse profiter toute l'année et puis l'intégrer dans des projets de territoire ? Alors nous, on a un service de développement culturel, effectivement, qui essaye de travailler de plus en plus et qui le fait depuis déjà de nombreuses années à présenter des projets culturels. Donc on intègre beaucoup les scolaires, les enfants qui sont dans les écoles sur nos sites de proximité. Et avec ça, on est effectivement en partenariat avec les élus locaux et donc on est aidé par la région, par le département, par la DRAC. Enfin, voilà, on essaye de travailler tous ensemble pour proposer effectivement des dispositifs. On s'insère dans les dispositifs d'éducation artistique et culturelle. Et donc on fait venir également, comme pour Brest, on accueille des résidences d'artistes, on travaille beaucoup avec des collectifs d'artistes. Alors plutôt la sculpture dans le Finistère avec notre site sur Barnenaise. Là, on est plutôt avec des collectifs pour faire des affiches ou de la photographie sur Carnac et Locmariaquer. Enfin, voilà, on change un petit peu de discipline à chaque fois. Alors, quel est l'enjeu ? Là, vous me disiez qu'il y a à peu près 18 mois encore pour obtenir l'aval de la candidature, donc de faire partie de cette fameuse liste du patrimoine de l'UNESCO. Ça veut dire quoi ? C'est juste un référencement supplémentaire ou est-ce que ça débloque aussi des subventions, des budgets ? C'est de la visibilité. Quel est l'enjeu autre que de faire partie de cette liste un peu prestigieuse ? Donc la démarche effectivement de protection de l'UNESCO, il y a 3 grandes étapes. Donc on a, comme vous le disiez, on a franchi déjà 2 étapes, puisqu'on a franchi la première étape qui était de déclarer la valeur universelle de ces sites. La deuxième étape étant la définition du périmètre, donc comme j'ai dit tout à l'heure, qui a été arrêté. Et maintenant, il nous reste le plan de gestion à construire. Donc effectivement, on se donne encore 18 mois pour finaliser ce plan de gestion. Et on espère bien, après, pouvoir présenter les sites mégalithiques du Morbihan. Ce que ça va nous apporter, je pense que oui, effectivement, une visibilité plus importante, même si déjà Carnac est assez visible, on va dire, aussi bien, et rayonne au niveau national et international. Mais ce qu'on se dit aussi, c'est qu'on aura probablement encore plus, effectivement, de tourisme. Donc aujourd'hui, notre enjeu, c'est de savoir, effectivement, comment on va concilier à la fois ce tourisme de masse qu'on connaît déjà un petit peu, mais qui va sûrement augmenter, avec la préservation du site, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on souhaite aussi, c'est arriver à préserver ce site exceptionnel. Donc, voilà, il y a pas mal de réflexions là-dessus. Je vois que Sébastien Minguy, ça le fait un peu rêver, la fréquentation peut-être du site mégalithique de Carnac. Donc vous êtes directeur de la Vallée des Saints. Là, c'est un espèce de projet hybride qui vient finalement au croisement du patrimoine immatériel et d'un patrimoine bâti, puisqu'en fait, on ne part pas de quelque chose qui est inscrit dans l'histoire du passé, mais on utilise quand même ce patrimoine immatériel pour tout d'un coup lui donner corps à travers l'art. Est-ce que vous pouvez juste rappeler quand même quel est l'objectif de la Vallée des Saints ? Alors, la Vallée des Saints, déjà, c'est un projet porté par une association qui est reconnue d'intérêt général à caractère culturel, et donc qui a été créée en 2008, et donc qui est parti d'un pari fou, parce que c'est un projet pour l'éternité. Donc, on est au tout début, finalement, de l'aventure. Et voilà, c'est un projet qui est basé sur l'enracinement, parce que voilà, c'est vraiment attaché à l'histoire de la Bretagne. On ne peut pas se dissocier de cette histoire-là. Avec ce qui est sous-jacent derrière, c'est aux générations qui sont actuellement ici, c'est de passer le message aussi qu'on peut s'appuyer sur notre histoire, sur notre culture pour envisager mieux notre avenir. C'est un projet aussi inspirant, c'est-à-dire que ça doit parler au cœur et à l'âme, tout comme à l'intellect évidemment, mais surtout au cœur. Voilà. Et c'est un projet qui est accessible, c'est-à-dire que dès le départ, Philippe Abjean et moi-même, ce qu'on a demandé, ce qu'on a inscrit dans le dur, c'est que cette visite du site soit jamais payante, jamais l'entrée payante, pour avoir cette accessibilité au plus grand nombre à l'histoire, à la culture, à l'art. Et donc ça, c'est inscrit vraiment dans le dur.
Et puis c'est un projet où on prône la liberté d'expression, avec des artistes qui viennent de partout dans le monde réinterpréter les légendes et les histoires de Bretagne. Et puis aussi la liberté de penser et de se penser, c'est-à-dire voilà, ce site-là, chacun il vient pour ce qu'il souhaite. Beaucoup viennent pour la promenade, pour voir des géants, comme les enfants disent. Et puis il y en a aussi qui viennent pour évidemment la culture, l'histoire, le spirituel, le cultuel. Chacun a sa propre démarche du site, et c'est ça qui est important pour nous. Voilà. Alors vous avez des détracteurs qui vont effectivement venir dire que, puisqu'il s'agit quand même, le projet, rappelons-le, c'est qu'un artiste peut venir définir le saint. Alors est-ce que vous avez un catalogue des saints d'ailleurs, ou est-ce qu'ils arrivent avec des propositions, certaines fois des saints qui sont tous celtiques quand même? Alors nous, les saints qu'on représente à la Vallée des Saints, c'est les saints qui ont marqué la Bretagne. Oui, quand même. Donc il y a toute une partie des saints qui sont les saints primitifs du 4e, 9e siècle, qui sont venus du Pays de Galles, Irlande, Cornouailles britanniques et Écosse, voilà, qui ont fondé maintenant ce qu'on connaît, les communes bretonnes, comme Saint-Malo, Saint-Brieuc, etc. Il y a les saints bretons qui ont marqué d'autres territoires, Saint-Émilion par exemple, qui est parti de Vannes et qui a créé son ermitage là-bas. Et puis aussi, il y a les saints qui ne sont pas bretons, qui ont marqué la Bretagne, comme Saint-Roch ou d'autres. L'objectif, c'est d'avoir 1000 saints? Alors ça, c'est pour faire rêver. C'est-à-dire que quand on a lancé ce projet, en 2008, on est en pleine crise économique, personne n'y croit à ce projet. Et donc, donner 1 millier de sculptures, c'est à la fois... Je ne sais pas si c'est vraiment en lien avec la réalité, parce qu'en fait, il y en a qui vont dire, bah oui, mais il y a 400, 500 saints, il y en a qui vont aller au-delà des 1000. Donc voilà, c'est pour faire rêver, mais ce n'est pas une fin en soi. Voilà, c'est le projet, cette crise sanitaire, en fait, maintenant je dis grâce à cette crise sanitaire, en fait, nous, ça nous a bien posé, et on a reposé nos valeurs, justement. On a reposé, finalement, on est dans un site qui a une histoire, avant nous aussi, avant qu'on soit arrivé, qui est une histoire très longue d'ailleurs, de plus de 2000 ans, parce qu'on trouve une motte féodale, on trouve des vestiges archéologiques, on retrouve une fontaine druidique, et donc tout ça c'est un patrimoine, il y a un patrimoine arboré aussi qui est à valoriser, et donc là nos enjeux pour les 10 prochaines années, c'est pas de... Alors nous c'est un site qui accueille, voilà, on dit entre 300 et 400 000 visiteurs, il y a des compteurs, mais... Ce n'est pas l'enjeu en soi. L'enjeu, là, c'est comment, dans les 10 prochaines années, mieux accueillir les visiteurs et mieux accueillir les artistes. Et donc, tous nos projets vont se dérouler dans cette direction-là. Alors là, on ne va pas évaluer le site, effectivement, sur de la fréquentation. Et puis, c'est surtout pour, finalement, la Vallée des Saints, c'est le projet lui-même qui est le projet en construction, qui est pas la performance, mais qui est le projet lui-même. C'est pas l'aboutissement, c'est pas comme on dit, le bonheur, c'est pas ce qui est au bout, c'est le chemin lui-même. On est un petit peu là-dessus. C'est ce que vous arrivez à construire en fait comme interaction, comme capillarité avec les gens du territoire. C'est ça. C'est un projet de très long terme, donc qui va se créer avec les générations qui vont se suivre. Et donc, et c'est ça qui est important aussi. On veut transmettre. Là, on a un projet de création d'un centre d'enseignement de sculpture monumentale en granit, qui va être le seul probablement en Europe et qui va permettre, en effet, d'expliquer aux enfants et à tous les publics qui viennent que, bah voilà, à partir de la géologie qui est déjà, quand on prend un bloc de granit qui a déjà plus de 100 millions d'années, et voilà, grâce aux artistes, qui aujourd'hui, en plus dans le contexte actuel, ont à nous apporter beaucoup, parce qu'ils ont une autre vision du monde. Et donc, voilà, il y a plein de choses à raconter à travers ça. Et c'est la direction que va prendre le site dans les prochaines années. Alors, Jean-Michel Lucas, est-ce que vous connaissiez cette Vallée des Saints? Parce que vous êtes parti de Bretagne, là, quand même. Vous êtes sur Bordeaux, mais vous étiez longtemps en Bretagne. Mais le projet n'est pas si récent que ça. Vous connaissiez déjà? Oui, j'avais déjà entendu parler. De la Vallée des Saints, ouais. Pas toujours en bien, mais tel que vous en parlez, ça me convainc beaucoup plus, puisque c'est un enjeu de liberté qui est là. Et puis ça me fait penser que si on parle d'humanité, on parle d'être humain, et je crois qu'on peut dire que l'être humain, il se raconte des histoires. C'est un être de fiction.
qui raconte des histoires et qui se raconte des histoires. Et qu'il faut garder cette dimension-là, pas simplement de la clientèle, combien il a payé, combien de jours il est resté, combien il a payé, mais qu'est-ce qu'il s'est raconté comme histoire. Donc je faisais le lien entre le référentiel des droits humains fondamentaux, ce que je raconte sur faire humanité ensemble, on fait humanité avec des gens qui racontent des histoires, même des rêves. L'être humain rêve et il ne se contente pas de payer une nuit à l'hôtel. Donc voilà, donc j'ai plutôt bien accueilli, bien enlevé les mauvais côtés qu'on m'avait transmis. Donc il y a quelque chose effectivement qui peut rentrer dans cette logique du sens. Et sur des grands sites touristiques comme Océanopolis ou Océanopolis, le seul mot qui m'est venu, parce qu'on a déjà discuté hier soir, c'est que c'est vrai qu'on peut dire les enfants ont appris beaucoup de choses, ça leur a fait plaisir, enfin tout ce côté retour à l'individu, l'émotion, tant mieux, heureusement les envies et tout. Sauf que la manière dont on sent maintenant l'Océanopolis, c'est plutôt le mot responsabilité partagée qui est l'enjeu premier, quoi. On sait bien si les gamins ils aiment ça, découvrir, voir un scientifique, sauf que là, au point où on en est avec les océans, c'est vraiment s'il y a une mission pour passer de l'individu à l'intérêt général, ça va être autour de la notion de comment partager des responsabilités, les scientifiques. Effectivement, il y a vraiment la notion d'engagement, en fait. Quand on a comme mission de changer le regard sur l'océan, moi je trouve ça juste énorme de me lever tous les matins pour ça. L'ambition, elle est importante, quoi. Donc il faut derrière qu'on arrive à déclencher les conditions d'engagement, en fait. Et chacun s'engage différemment. Et donc nous, notre rôle, c'est de créer les conditions de la prise de conscience pour donner des clés de lecture et permettre à chacun de s'engager différemment. Et puis pour les enfants, effectivement, d'arriver aussi à les positionner comme les enfants un peu citoyens, aujourd'hui et demain, en fait, pour qu'eux aussi s'engagent avec des propositions, avec des initiatives très concrètes. On a lancé, j'en ai pas parlé, mais les éco-conseillers de l'océan au mois de septembre l'année dernière, qui est un programme, là encore, monté avec l'Éducation nationale, qui engage les scolaires, des classes aussi, sur des modes de réflexion, avec des propositions concrètes que la première promotion a fait et a présenté à Jean-Michel Blanquer en visio au mois de juin de cette année, en fait. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette posture d'enfant, enfin, citoyen pour les grands, mais aussi pour les petits, citoyens d'aujourd'hui et de demain, en fait. En tout cas, moi, par rapport à la problématique que j'ai, le militantisme que j'ai, par rapport à l'idée de où est la famille humaine et où va-t-elle, c'est la notion de responsabilité qui est la plus sûre, quoi. Parce que c'est elle qui rentre dans la nécessité du responsable public, quoi. Je prends une décision, ça fait plaisir à tout le monde, mais c'est peut-être irresponsable. Donc c'est cette idée-là qui me paraît être intéressante à creuser. C'est comme les chiffres qu'on a eu tout à l'heure sur le tourisme, c'est formidable. Je savais que la Bretagne était attractive, je trouve ça bien, mais donc je veux pas nier l'aspect économique, évidemment, forcément, ni l'aspect sensation, plaisir, etc. Mais regardez à la fin de la démonstration, je vois pas Madame. À la fin, on arrive sur quoi? Je me disais, tiens, tu arrives sur l'identité. Hein, bon, il n'y a pas que l'individu qui s'est fait plaisir en se baignant. Il y a aussi l'authenticité, il y a aussi la quête de sens, il y a un certain nombre de mots, et on s'arrête là. Et bien, simplement, quand je dis, moi, droit culturel, c'est pas un mot comme ça, c'est la notion d'humanité, ben, c'est là que ça commence. C'est-à-dire, on est parti de la clientèle et on arrive aux personnes dans la manière dont elles peuvent ensemble faire humanité. Et moi, je m'engage presque, je vais m'engager, je vais prendre mes responsabilités. Si le CRT veut passer de ce marketing, de son clientèle, de ce nombre de nuitées et l'argent qui rentre, jusque là où vous êtes arrivé, c'est le sens, l'identité, moi je veux bien, je suis preneur. Alors, je l'ai coupé, hein, je pense qu'elle avait des choses à raconter derrière. Il faut quand même que le tourisme dans son développement doit être aussi porteur de ses valeurs, par où j'ai commencé, et pas simplement être quelque chose qui s'appelle une clientèle et puis à la merci des logiques du marketing. Ouais, voilà, c'est une. Et puis la dernière chose, même si vous avez faim, je vais vous le faire quand même, parce que c'est l'UNESCO, et puis cette histoire de patrimoine mondial, de VUE, de valeurs universelles exceptionnelles. Les autres, c'est des cons, donc là, c'est exceptionnel pour l'humanité. Ouais. Et moi, j'ai participé à ça grandement à Bordeaux, on a bien discuté et tout. Tout le monde est à genoux devant ça, et puis vous avez bien vu la réponse que tout le monde fait, que vous avez fait, c'est ah bah ouais, on va avoir du monde. C'est du benchmarking, c'est de l'UNESCO devenu un outil de marketing. Et je vais vous raconter une histoire en 2 secondes. Eh bien, Bordeaux a été
inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. J'ai été voir le maire avec quelques copains et tous les élus en disant, bon, écoutez, vous avez compris ce que c'est que la valeur universelle de l'humanité. Ça veut dire que ce site-là, il a une valeur pour l'humanité. Or, nos amis d'Haïti, qui eux aussi sont classés, inscrits là-bas, à Port-Haïti, comme valeur universelle de l'humanité, ben, eux, ils n'ont pas l'avantage de Bordeaux d'avoir justement, avec ce label, accueilli des millions de visiteurs, passé de 3 à 6 millions, avec ces tiroirs caisses. Donc, nous demandons à ce que chaque visiteur, chaque touriste qui vient, puisse mettre dans une caisse quelque part, là, dans un système avec les commerçants, un petit euro, un demi-euro, si vous voulez, ou moins qu'encore, si vous voulez, mais que ce soit pour une autre valeur universelle de l'humanité en Haïti. Ben, on a échoué, on n'a pas réussi. Et donc, j'y crois plus à ce concept de valeur universelle pour l'humanité. J'y crois plus parce que quand on le met en face de la réalité, est-ce qu'on est solidaire des autres valeurs universelles? On nous claque au nez, on dit non, mais nos touristes, c'est à nous, et le fric, c'est à nous. Donc voilà, je crois peu à l'UNESCO. Oui.